Bonjour tout le monde, c'est en français, contrairement au teasing de l'agenda qui est un peu partout. Désolée si la déception est grande, mais c'est pas gérable. Donc on est là pour parler d'open data, de data mais ouverte, d'accessibilité, de territoire, de mobilité. En gros, la problématique, c'est celle que vous avez sous les yeux, à savoir en quoi l'open data en matière d'accessibilité constitue un défi pour la mobilité des territoires. Que ce soit les collectivités comme les personnes qui habitent ces mêmes collectivités, le défi est aux deux niveaux. Alors, je vous propose dans un premier temps qu'on pose le cadre légal. Il en existe un petit cadre légal. Il est récent également, ce cadre légal. Il démarre en 2015 avec la loi NOTRe qui vient restructurer tout un tas d'aspects des collectivités territoriales. Elle date donc du 7 août 2015. On enchaîne une année plus tard avec la loi pour une république numérique, où là on avait une entrée vraiment spécifique sur le numérique et sur la data. Et dernièrement, la loi majeure qui a fait vraiment avancer les choses au niveau de l'open data et de l'accessibilité, c'est dans la thématique des transports et de la mobilité avec la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui a été publiée en fin 2019. Ces différentes lois sont venues impacter des codes. C'est dans ces codes-là que vous retrouvez toutes les dispositions dont on va parler de façon très, très rapide. Rassurez-vous, on ne va pas faire un cours de légistique. Vous avez le code général des collectivités territoriales, le code des relations entre le public et l'administration, et c'est là où on vient vraiment parler d'obligation d'ouverture des données tel que c'est apparu pour la première fois il y a quelques années, et avec la LOM, le code des transports et le code de la voirie. Voilà. Les articles spécifiques sont affichés. Moi, ce que je vous propose, on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces articles, mais on va se focaliser sur les principales dispositions qui viennent constituer ce socle sur lequel on commence à surfer de plus en plus au niveau des collectivités et ou dans le monde de l'accessibilité, qui est un monde un peu parallèle. L'accessibilité, ça concerne les personnes handicapées, et généralement, si l'on n'est pas concerné de près ou de loin par le handicap, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est un petit peu à la Matrix, ce sont des choses qui sont complètement invisibles à nos yeux jusqu'à ce qu'elles nous soient révélées. Et là, effectivement, le monde prend une nouvelle dimension et on va se mettre à voir des choses dans la ville que l'on n'apercevait pas jusqu'à présent. Donc la première pierre à l'édifice de l'open data, ça a été l'obligation pour les villes, enfin les communes, les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants, d'ouvrir leurs données publiques. À l'époque, on était sur les données administratives. Alors, données publiques, données administratives, c'était des notions qui étaient un petit peu floues. La loi NOTRe manquait de précision. Ce flou disparaît complètement en 2019 avec la LOM, qui est venue, là pour le coup le législateur, on va le voir, est venu spécifier tout un tas de choses. Certains pourraient dire que c'est trop, peut-être, mais voilà, on suit vraiment une évolution qui vient illustrer la montée en connaissance et en compétence du législateur et partant de là, du coup, l'État, l'action publique de façon générale. Et donc, ces collectivités territoriales, elles doivent ouvrir leurs données publiques. Et c'est ça où ça devient intéressant, c'est que dès 2015-2016, on vient préciser que ces données, si elles sont ouvertes, elles doivent respecter un standard. Si vous allez sur data.gouv, qui est cette grande plateforme qui vient recenser et rassembler tous les jeux de données ouverts et que l'on souhaite partager, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a des données qui sont extrêmement pertinentes, extrêmement précieuses, et elles sont pertinentes et de qualité parce que, un, il y a du sens, et deux, dans leur format, elles sont réexploitables. Quand on collecte de la donnée et que l'on souhaite qu'elle soit ouverte, la valeur de cette donnée ouverte va se faire sur sa capacité à être réutilisée. Une donnée, si elle n'est pas ouverte, si elle n'est pas réutilisée, ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur pour autrui. Elle ne sert à rien. Alors c'est gentil de l'avoir partagée, mais ça ne sert à rien.
Et donc on se retrouvait avec un sanctuaire sur data.gouv avec tout un tas de données fort sympathiques, mais parfaitement inutiles. Ou alors si, pour celui qui les a produites. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, dans les textes, on a ce principe de standard ouvert et facilement réutilisable et exploitable. Et ça, c'est essentiel en open data. Mais on peut estimer que c'est aussi essentiel que c'est compliqué. Voilà. Le législateur a ajouté une autre disposition qui est intéressante. Il y a tout un article dans le Code des relations entre le public et l'administration qui vient lister quelles sont les données qui doivent être ouvertes et de l'autre côté, quelles sont les données qui n'ont pas le droit d'être ouvertes. Des données sensibles, des données personnelles, des données qui mettraient en jeu la sécurité de l'État, par exemple. Celles-ci n'ont pas à être ouvertes, même si c'est une collectivité qui les collecte. Et dans les données qui sont tenues à être ouvertes, vous retrouvez des données qui présentent un intérêt social, économique, sanitaire et environnemental. C'est large. On pourrait se dire qu'effectivement, c'est un peu fourre-tout, on peut y mettre tout et n'importe quoi. D'ailleurs, en accessibilité, ça nous a intéressé parce qu'on s'est senti directement concerné, étant donné que les données d'accès sont des données à fort enjeu social. Cela étant, à l'époque, le législateur ne savait pas trop, mais il y a eu ce pressentiment qu'il ne fallait pas rester que dans la donnée administrative pure, travaillée par les services instructeurs d'une collectivité ou d'une préfecture, ça allait au-delà. Et cette disposition, elle est essentielle, puisque ça permet d'aller plus loin et d'ouvrir les chakras de cette collecte en open data ou de ces différentes collectes ou de partages en open data qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Et l'accessibilité, parce que c'est un besoin qui est extrêmement fort pour ce public-là, on est de fait dans des données avec un intérêt social évident. Voilà. Dans la pyramide de Maslow, ce sont des informations qui sont au premier niveau de la pyramide. Avec la LOM, le législateur a progressé, je vous le disais, il s'est musclé, il sait à peu près où il veut aller, et c'est simple. En ce qui concerne les données de transport, c'est-à-dire les véhicules de transport en commun, les points d'arrêt, plus la voirie aux abords de ces points d'arrêt, parce que c'est essentiel à une personne, si elle est en fauteuil ou si elle est aveugle, une fois qu'on l'a descendue du bus, si elle n'a aucune idée de où elle se trouve et comment est-ce qu'elle peut se déplacer sur son trottoir, encore une fois, ça ne sert à rien. Voilà. Dans l'enjeu des personnes handicapées, on a ce qu'on appelle la chaîne du déplacement. Dans la chaîne du déplacement, ça veut dire permettre à une personne de sortir de chez elle, de pouvoir aller par exemple au restaurant. Et nous, on ne s'en rend pas forcément compte quand on a nos jambes, quand on a nos yeux, peut-être un peu moins critique quand on n'a pas ses oreilles. Mais on va sortir, on va se retrouver sur différents espaces de cheminement. Ça va être des espaces en voirie, sur des espaces publics. On va peut-être prendre notre voiture personnelle, mais souvent on peut prendre les transports en commun. On va arriver dans un lieu qui est ouvert au public. Tout cet environnement social-là, en théorie, doit être conforme à n'importe qui, quel que soit son handicap. Dans les faits, on est loin du compte, pour tout un tas de raisons, mais ça se met en place progressivement. Mais en attendant qu'on arrive à une société optimale, les personnes qui sont directement impactées par ce manque d'accessibilité sont entravées dans leur mobilité. Soit ça démarre sur le perron de leur habitation, soit ça va être peut-être parce qu'elles vont buter à l'entrée de ce fameux restaurant, il y aura eu 2 marches et elles ne le savaient pas, ou alors elles auront pu entrer dans ce bar, mais les toilettes sont au sous-sol, je suis en fauteuil, je ne vais pas aux toilettes, bon, je bois un verre et puis je rentre chez moi, je laisse mes amis, parce qu'à un moment donné, ça va être critique. Voilà, enfin, ça peut générer tout un tas de situations particulièrement embêtantes. Et donc, pour revenir à la LOM, je digresse, ils ont prévu donc cette collecte-là sur les points d'arrêt, les transports et la voirie aux abords de ces points d'arrêt. Et ils ont précisé, enfin le législateur a précisé, que cette collecte devait se faire par les collectivités en respectant 2 standards très précis. Ils sont nommément cités, alors pas dans la loi, mais dans les décrets qui suivent, ils sont nommément cités. C'est-à-dire que les gens sont contraints, n'auront pas le choix, les collectivités n'auront pas le choix. Et pourquoi ce sont ces standards qui sont cités? Alors ils sont en cours d'élaboration, ces standards, bien évidemment ils sont interopérables les deux, l'un envers l'autre, pour garantir cette fameuse harmonisation, cette interopérabilité des infos qui est nécessaire
à la fois pour la réalisation de tous les outils qui vont venir se plugger à ces données pour proposer par exemple des calculateurs d'itinéraires, et surtout, on est avec une donnée publique à forte valeur ajoutée qu'on va partager. Et on doit les rendre propres. Alors j'ai déjà un petit peu parlé d'accessibilité, hein, en quoi ça constitue un intérêt général, en quoi ce sont des informations d'intérêt général, en quoi ce sont des informations extrêmement importantes pour les personnes. On est toujours sur cette fameuse chaîne du déplacement. Quand vous préparez une sortie, on va prendre une sortie avec un caractère un peu risqué, c'est-à-dire vous voulez aller au restaurant un dimanche soir. On n'est pas dans une grande ville, voilà, on est en périphérie. Un restaurant le dimanche soir, il y a de fortes chances qu'il y ait un certain nombre de ces restaurants qui soient fermés. Vous n'allez pas prendre le risque de vous heurter à une porte close, surtout que vous emmenez la famille avec vous. C'est vous qui avez choisi le restaurant, donc vous avez la responsabilité. Il faut que ce soit ouvert, il faut que ce soit bon. On a tous vécu cette situation. Donc vous anticipez. Et là, vous allez chercher restaurant ouvert le dimanche soir, qui correspond financièrement à tout ce que tout le monde peut payer. On a le plat vegan pour le collègue, etc., etc. Et on commence à choisir un petit peu différents critères qui sont essentiels pour que la soirée se passe bien. Une fois qu'on a ça, qu'on est sûr que c'est ouvert, c'est bon, les feux sont ouverts, on peut y aller. Dites-vous que la personne en dit, elle est passée par toutes ces étapes, ou pas, parce que ce qu'elle va faire en tout premier, c'est s'assurer dans quel restaurant je peux physiquement me rendre et bénéficier de la prestation du début à la fin, en toute autonomie ou pas, mais en tout cas, il faut que je le sache. C'est la première strate d'information. Avant même de décider, je vais aller manger de la gastronomie française, je vais aller manger un restaurant asiatique ou je ne sais quoi, généralement parce que la première étape a fait le filtre et il y a peut-être au mieux un choix ou deux, et c'est tout. Voilà. Mais ce qui est essentiel, au-delà de rendre tous les établissements conformes, c'est aussi et surtout de faire savoir ce qui existe autour et dans quelles conditions, moi, personne n'en dit, je peux me rendre et bénéficier ou non, en totale autonomie ou pas, accompagné, etc. Mais ça me permet de faire un choix. Voilà. C'est le même niveau de criticité que nous, nos infos utiles, qu'on a l'habitude de voir et qu'on va chercher. On peut se dire, quand on n'est pas dans concerné de près de loin par le monde du handicap, on se dit, il n'y en a pas beaucoup, moi j'en croise un, j'en croise deux, des fauteuils, les personnes sourdes, on ne les voit pas, ou alors quand elles signent. Et pourtant, lorsque l'on additionne l'ensemble des handicaps, on est sur des chiffres INSEE qui datent un peu, on est sur des chiffres de 2001. Il n'y a pas eu d'autres enquêtes depuis, mais on a comptabilisé 12 millions. On estime que le chiffre est stable. En France, en revanche, si on ajoute et si on élargit le spectre aux seniors, et les seniors, en fait, pourquoi est-ce qu'on les assimile à des personnes handicapées? C'est pas qu'elles sont handicapées, c'est qu'elles sont en perte d'autonomie, du fait de l'âge. C'est pas la même origine, mais ce sont les mêmes conséquences. L'audition diminue, la vue baisse, la mobilité se réduit. Quand on va se retrouver dehors, une personne âgée qui commence à être un peu fragile sur ses jambes va développer parfois un peu de stress, de peur, etc., qui sont assimilables à certaines formes de handicap mental. Voilà. Et donc les réponses apportées aux personnes handies correspondent totalement aux seniors. Voilà. Et là, ça commence à faire un paquet de monde concernés par ce type d'informations, qui doivent encore gagner en démocratisation, c'est une évidence. Alors, là-dessus, on a un cadre légal qui a du sens. J'espère vous en avoir convaincu. Maintenant, comment on passe de la théorie à la pratique? Parce que c'est toujours bien beau de dire yaka, faucon, faites comme ci, faites comme ça, collectez. Comment on fait? Pour le coup, l'État, dernièrement, dans le cadre légal, mais pas que, a prévu différentes actions pour mettre en place cette action de collecte, cette obligation de collecte qui a été prévue de façon un petit peu arbitraire, autoritaire. Cela étant, en ce moment, depuis maintenant presque 2 ans, le ministère de la Transition écologique travaille avec le CNIG, le Conseil national d'information géographique, à créer un standard de données justement sur cette fameuse chaîne du déplacement, transport, voirie, espace public, établissement recevant du public. Pourquoi ces 3 champs?
pour couvrir cette fameuse chaîne du déplacement et avoir un spectre d'informations numériques standardisées qui correspondent aux besoins très précis du public. En plus de ce standard, qui reste, ma foi, encore théorique, mais qui est un jalon essentiel, derrière, la LOM a prévu la mise à disposition d'un outil de collecte. Donc cet outil de collecte est en train doucement de se créer. En tout cas, le prototype sur le papier, on en est à cette étape-là. Et cet outil de collecte va se destiner au périmètre de la LOM, c'est-à-dire permettre la collecte de l'accessibilité des transports, véhicules, points d'arrêt prioritaires, et voirie. Et ça s'arrête là pour la LOM. Sauf que si on compare avec notre fameuse chaîne du déplacement, il nous manque le cadre bâti. Alors le cadre bâti, dans sa collecte, on n'est pas parti d'un texte de loi, mais on est parti du besoin réel des usagers qui a été constaté. Et il y a ce qu'on appelle une start-up d'État qui s'est créée et qui déploie depuis 1 an et demi une plateforme qui s'appelle Accès Libre et qui vient recenser les informations essentielles sur l'accessibilité d'un ERP, c'est-à-dire collecter les informations nécessaires à une personne handicapée, quel que soit son handicap, pour anticiper et organiser sa sortie. Aujourd'hui, ces informations, elle ne les trouve pas, elle ne peut pas en faire l'économie, donc elle prend son téléphone et elle appelle. Donc en fait, on a récupéré l'ensemble de ces informations. Certains ont des besoins plus ou moins grands. Quelques personnes elles vont poser 1, 2 questions. L'extrême qu'on a eu en cas utilisateur, c'était 40 questions. Alors 40 questions, la personne elle a bien conscience qu'elle ne peut pas faire un interrogatoire comme ça au restaurateur. Donc elle, dans sa démarche, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle a besoin de ces 40 questions. Eh ben, elle appelle 4 fois. Elle appelle une fois, elle pose 10 questions. C'est bon, il a eu son compte, elle raccroche, elle attend 10 minutes, elle rappelle une deuxième fois, elle pose 10 questions. Et ça, 4 fois. Voilà. L'objectif d'Accès Libre, c'est de soit apporter toutes les réponses, ou en tout cas une majorité de réponses. Cette personne-là, en l'occurrence, Accès Libre répond à 30 sur ces 40 questions. On n'est pas au max du max, mais le restaurateur n'aura plus droit qu'à un seul coup de fil, et c'est déjà pas mal comme amélioration. Alors du coup, comment, une fois qu'on se lance dans la collecte, comment est-ce qu'on peut collecter utilement? La pertinence à l'échelle territoriale, elle est claire. En termes de responsabilité, une collectivité, elle est responsable de la mobilité, responsable notamment des transports, de sa voirie, et elle est également responsable, il y a toujours un élu en charge du handicap ou de l'accessibilité, ou des deux, des personnes âgées avec. Ça se recroise. L'objectif, c'est d'illustrer le caractère transversal de l'accessibilité en faisant travailler différentes personnes au sein d'une même collectivité sur cette thématique. C'est comme ça qu'on aboutit à des choses pertinentes. Voilà. Cela a également une unité de sens pour le public, les habitants ou les visiteurs, les touristes qui viennent sur un territoire de façon temporaire. À cet endroit-là, sur ce périmètre de la collectivité, on va rechercher une information parce qu'on est là. Et voirie, espace public, transport, ERP, ça constitue une globalité qui a une unité de sens et qui est autonome en soi. Et là, on a du sens, c'est-à-dire qu'une collectivité peut engager sa collecte, même si la voisine ne le fait pas, ça ne détériorera pas la qualité du travail qui sera fait sur ce territoire-là. Bien évidemment, quand on maille le territoire, on améliore les choses, mais c'est un bon point de départ. Alors, l'intérêt pour le public en dit, il est clair. Quel est l'intérêt pour la commune, si ce n'est juste respecter une disposition légale? Eh bien, ça permet malgré tout d'acquérir, parfois dans la douleur, enfin souvent dans la douleur en matière d'accessibilité, mais une vision et une connaissance d'un territoire qui sont extrêmement précieuses aujourd'hui. Les quelques collectivités qui se sont lancées dans de la collecte d'accessibilité en ont perçu tout de suite le potentiel, qu'elles n'avaient pas imaginé peut-être dès le départ, mais très vite ça leur a donné des idées et surtout des déclinaisons, des détournements de ces informations. Et pareil, quand on détourne un objet en accessibilité, quand on détourne un aménagement dédié à une personne précise parce qu'elle a un handicap précis que d'autres se l'approprient, même si c'est un détourne usage, tout le monde est content parce qu'en fait, on optimise cette installation. Et là, c'est pareil dans les données d'accessibilité. Ne serait-ce que dans le maintien de la voirie, certains commencent à l'utiliser pour leur permettre d'élaborer leur plan de sauvegarde communal, etc., etc.
Et je passe sur la stimulation pour la création de nouveaux services, d'applications innovantes. C'est une évidence également. Alors autant sur transport et voirie, ça n'a pas encore démarré, hein, on est encore dans la création de ces outils. Autant du coup, côté ERP avec accès libre, la collecte a déjà commencé. Vous trouvez dans cet outil des données du coup performantes, elles sont extrêmement utiles. Hein. On ne va pas collecter l'exhaustivité de l'accessibilité d'un ERP, mais les informations les plus importantes pour que la personne organise son déplacement. Et c'est là où c'est important, c'est que ça permet de faire l'équilibre entre les besoins des personnes handicapées qui peuvent être extrêmement techniques et nombreuses, et de l'autre, étant donné qu'on est une plateforme collaborative, le gestionnaire de l'ERP, il n'a peut-être pas forcément le temps ou l'envie de répondre à 150 questions. Donc on a essayé de limiter au maximum et on a abouti à cet équilibre-là. On dispose d'un outil de collecte, un parcours de contribution, fiche ERP par fiche ERP directement sur la plateforme, ou alors il y a un schéma de données, toujours dans cette logique d'open data, qui est mis à disposition pour concrétiser cette harmonisation de la collecte. Précision importante, sur accès libre, le schéma de données est en cohérence avec justement ce standard qui est travaillé dans le cadre du CNIJ. Et dernièrement, enfin pas dernièrement, mais en dernier, bien évidemment, une fois qu'on a collecté, on diffuse ces informations directement sur accès libre ou à travers la publication du jeu de données sur DataGouv. On espère que ce n'est pas aussi pire que certaines données qui ont pu nous amuser, mais également à travers une API où grâce à travers laquelle on peut venir ponctionner nos données, soit des données brutes, soit les données qu'on appelle traduites, c'est-à-dire celles qui apparaissent et qui sont mises en phrase sur notre interface, et l'accessibilité se décline jusqu'à la mise en phrase, bien évidemment, notamment pour les lecteurs d'écran, pour les personnes aveugles. Voilà, le travail ne fait que commencer, on est petit. Il y a 1,8 million de RP estimés sur le territoire. La tâche est immense, d'où le fait qu'on est en collaboratif, en open data, parce que plus on sera de fous, eh bien, plus on collectera. Donc, rejoignez-nous, n'hésitez pas. Venez consulter Accès Libre et vous trouverez toutes les infos pour nous approcher. Voilà, merci.